Je vous propose d'accueillir sans transition le professeur Boris Baud du laboratoire d'études des sciences et des techniques de l'Université de Lausanne, qui va nous parler de son projet Compascience, conçu pour aider les journalistes à naviguer dans le flot d'informations sur le web, si j'ai bien fait mon travail. Merci, professeur Baud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je me réjouis de présenter ce projet. Il fait partie, je crois, des projets qui ont été financés dès le début, il y a 3 ans, je crois. On arrive en fin de la phase pilote. C'était un projet expérimental. Il a, disons, sur la première année, dû se connecter avec l'API de la RTS, tester le concept. Et puis finalement, ça s'est passé mieux que prévu. Et puis on a développé le projet. Donc je vais essayer en 15 minutes de vous présenter d'où on est parti, puis où on est arrivé. Le projet repose globalement sur la production d'environnements sémantiques à partir de corpus divers. Là, en l'occurrence, l'idée pour nous, c'était vraiment de proposer une exploration interactive de corpus textuels. Le terme interactif est important puisque vraiment l'enjeu pour nous, c'était de pouvoir naviguer dans des données les plus diverses possibles, et peu importe leur nature, dès lors qu'elles sont textuelles. Le projet, bien entendu, a fait l'objet du soutien de l'IMI, qu'on remercie beaucoup, parce que vraiment la qualité de la relation a été pour nous très très bonne. Et je pense que sans ce soutien et les partenaires, bien entendu, on n'aurait pas facilement pu développer un projet de ce type-là, dès lors qu'il y a vraiment un développement informatique assez important qui, dans le cadre des financements classiques du type FNS, sont rendus un peu plus difficiles. Et puis le partenariat avec la RTS aussi permettait d'avoir vraiment des challenges à court terme, et puis de devoir répondre à une demande qui n'est pas nécessairement celle à laquelle on est habitué dans le milieu académique. Je tiens aussi à remercier Agathe Chevalier qui est à l'origine du projet, sans qui Compascience n'existerait pas. C'est-à-dire que c'est elle qui a eu l'idée au début, qui a essayer de rassembler des personnes pour relever ce challenge. Et puis l'équipe avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ces 3 dernières années, une équipe vraiment fantastique, pluridisciplinaire, c'est-à-dire une partie vraiment sur les méthodes numériques, une autre partie sur les méthodes qualitatives. Je pense que aussi une des originalités du projet, c'est qu'on a pu tester le concept auprès de journalistes qui ont accepté au cours du projet de tester la plateforme, de nous faire des retours. Donc on a pu l'améliorer. Enfin, elle a énormément évolué au cours des 3 ans jusqu'à la version actuelle. Initialement, le projet était vraiment relativement simple. Il s'agissait d'aider les journalistes à trouver très rapidement un expert sur un sujet, avec l'idée que il y a vraiment une actualité de plus en plus intense, rapide, et donc trouver quelqu'un dans un temps court est devenu vraiment un challenge. Et donc nous, notre travail consistait à prendre toutes les émissions passées d'intervention d'experts à la radio et à la télévision, et sur cette base-là, de pouvoir retrouver très très facilement des personnes susceptibles de pouvoir répondre à une demande sur un sujet précis. Les challenges qu'on avait, c'était de ne pas utiliser de mots-clés, c'était vraiment de reposer que sur les discours tels qu'ils ont été prononcés dans des émissions de radio ou de télévision. C'était aussi de nous concentrer sur la pertinence et pas les occurrences, c'est-à-dire pour créer des environnements sémantiques qui soient efficaces. Il ne s'agissait pas du tout de se demander de quoi ils parlent le plus, mais plutôt de ce qui spécifie vraiment leur discours, ce qui caractérise vraiment leur intervention et donc leur spécialité. C'était aussi de spatialiser sur, pas juste de faire une liste de termes, mais de montrer aussi comment les termes sont reliés entre eux dans les discours pour créer des environnements et donc éventuellement des traitements spécifiques. Si on peut parler d'un sujet, et puis finalement on va identifier différents angles d'approche, et ça peut aider les journalistes à dire bon, c'est plutôt cette approche qui m'intéresse, et donc plutôt une chercheuse ou un chercheur qui traite le sujet de telle ou telle manière. On avait aussi un enjeu de rendre les sources explicites, ce qui, dans le traitement du langage actuel, n'est pas toujours facile, c'est-à-dire de pouvoir toujours remonter aux émissions qui ont été utilisées pour produire l'environnement sémantique. Donc on devrait faire un traitement sur l'ensemble des émissions. Mais par contre, une fois qu'on a produit un environnement, on peut avoir une idée de toutes les émissions les plus représentatives de l'environnement, et puis aller les vérifier, et puis vérifier si, par exemple, la personne qu'on a identifiée
concrètement, en fait, parle bien du sujet qui nous intéresse et pourrait être sollicité dans le cadre d'une émission. Par exemple, les approches actuelles du type le modèle de langage large permettent pas ça, parce que structurellement, ils sont pas faits pour ça. Donc actuellement, il y a de la recherche qui tend à pouvoir reconnecter ces deux mondes-là. Mais disons que nous, c'était un impératif vraiment de pouvoir rendre explicite vraiment et expliciter vraiment l'origine des données. L'idée, c'était aussi de faire ça en temps réel. Alors, ça a l'air de rien, mais lorsque on a, disons, autant de données et qu'on n'a aucune idée de ce que la personne va chercher, de pouvoir aussi faire ça dans un temps très court qui permet de répondre à cet impératif vraiment d'urgence, c'est-à-dire rapidement je dois trouver quelqu'un, nous a, disons, imposé quelques contraintes. Il y avait aussi une autre contrainte qui était d'exploiter les métadonnées, donc toutes les données qui sont associées à l'intervention du type l'institution, le genre, l'émission, donc qui permet aussi là de spécifier la recherche. Si par exemple on veut diversifier les interventions sur un sujet particulier, le projet va permettre de le faire. Et puis d'automatiser totalement le processus. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne pas intervenir sur les sujets pour ne pas avoir de mauvaises surprises si vraiment quelqu'un cherche sur quelque chose qui n'est pas prévu. Et puis finalement, on aurait des résultats étranges. Donc nous, on ne veut pas tester toutes les questions possibles. Donc il faut absolument, il n'y a pas, disons, il n'y a pas d'exception. Dans le traitement du langage, par exemple, on n'utilise même pas de stop word pour les gens qui connaissent ça. C'est-à-dire le traitement, il est vraiment totalement automatisé. Et puis, l'objectif final, c'était un peu la bonne surprise dans ce projet, ça a été de généraliser en fait à n'importe quel corpus, notamment parce qu'on avait un problème. On remarquait que c'est souvent les mêmes personnes qui étaient invitées, les mêmes chercheuses et chercheurs, et puis finalement, le dispositif risquait de renforcer cet effet-là. Et donc, on a créé un système qui permet de régler ça sur la base des interventions dans les médias, en trouvant plutôt que les gens qui interviennent le plus ceux qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, mais ça suffisait pas. Et donc, on s'est dit qu'on allait utiliser aussi la base du Fonds national de toutes les requêtes déposées par les chercheurs et les chercheuses ces 20 dernières années. Et donc, avec cette source alternative, eh bien, de trouver des personnes qui n'interviennent pas dans les médias, qui ne sont pas identifiées, mais qui font de la recherche sur un domaine. Et donc là, on avait une contrainte linguistique, parce que les requêtes sont en allemand, sont en français, en anglais, en italien. On devait aussi voir si le même système fonctionne sur des données qui sont de nature différente. C'est-à-dire une requête, c'est pas rédigé du tout de la même manière qu'une intervention dans les médias. Et puis, le dernier challenge qu'on s'est imposé, c'est de généraliser aussi la spatialisation. C'est-à-dire que le projet initial, c'était d'identifier des experts qui parlent d'un sujet. Mais là, on s'est dit que finalement, on pouvait le généraliser au genre, à la discipline, à l'institution, à l'instrument de financement du Fonds national. Et donc, on pouvait finalement spatialiser des termes et n'importe quelle métadonnée associée au terme. Alors, ce que je vais faire pour la suite, c'est vous montrer des exemples, parce que sinon, c'est un peu abstrait tout ce que je vous raconte. Notamment donc l'interface. Donc voilà un exemple d'environnement sémantique qui est la partie centrale. À droite, on a un panel qui va avoir tous les termes associés, les experts et puis les émissions. La recherche en haut dans la query, des vues alternatives et puis des petits outils d'interaction sur l'environnement sémantique et des préférences qui permettent de changer la langue de l'interface ou les données. Ça, par exemple, c'est une vue alternative. Cette vue, elle permet d'avoir un dashboard synthétique. Ce dashboard permet, par métadonnées, d'avoir une idée de qu'est-ce qui est le plus représentatif. Donc, par exemple, ici, on va avoir le classement des experts, on va avoir le classement des émissions, du genre, des institutions. Et puis, à chaque fois, on a la différence entre ce qui est observé et ce qui est attendu. Donc, par exemple, sur adolescence et Instagram, on voit qu'Olivier Glacé, d'ailleurs, qui est dans la salle, représente bien le domaine. Ici, on a l'évolution dans le temps du traitement. Et on voit que ce sont les hommes qui le représentent le plus, mais moins qu'attendu par rapport à leur intervention en général à la radio et à la télévision. On a une autre vue qui est une vue plutôt de l'évolution du traitement d'un sujet dans le temps. Donc là, on a les 5 dernières années. On peut voir qu'on a traversé, bien sûr, un moment un peu particulier ici, avec virus, coronavirus, confinement, infection, enfin, vraiment un traitement dominant en 2020 sur l'épidémie. On voit qu'on passe à la pandémie. Vaccination, donc on passe de confinement à vaccination, donc tout ça apparaît très clairement. On voit qu'on passe clairement à l'Ukraine, et puis maintenant, 2023, je crois qu'on ne sait pas encore, c'est un peu trop tôt, mais clairement, il y a un petit peu d'intelligence artificielle en bas. Je pense qu'à la fin de l'année, ce sera beaucoup plus marqué.
Là, c'est un exemple, par exemple, sur adolescence, c'est-à-dire que quelle que soit la vue, on peut chercher n'importe quel sujet. Et puis là, on peut voir comment évolue le traitement sur l'adolescence, et puis avec certains pics sur des problématiques ou des choses qui sont plus constantes dans le traitement. Alors rapidement sur l'interface, donc on a le champ de recherche qui permet d'avoir des recherches par métadonnées ou par terme. Il y a la liste des termes, enfin l'environnement sémantique qui permet de relier termes et puis experts, donc ils vont être spatialisés selon leur justement spécificité. On va avoir ici la liste des termes classés des plus pertinents aux moins pertinents, et puis avec une intensité qui est plutôt l'occurrence. Donc ça permet de voir que par exemple sur réchauffement global à l'UNIL, on va avoir des questions. Je ne vois pas le rouge, alors je suis désolé, j'ai du mal à le repérer. Mais disons, vous pouvez voir que par exemple en haut, on a géosciences ou réchauffement qui est très associé. Altitude, c'est occurrent. Mais en bas, on va avoir, par exemple, mètre, c'est occurrent, mais beaucoup moins pertinent. Donc ça permet de, nous, on classe surtout par la spécificité, puis on a quand même une idée de l'occurrence avec l'intensité juste des termes. Après, là, on a la liste des experts qui sont associés au domaine donc réchauffement climatique depuis l'UNIL. On a la liste des sujets, donc toutes les émissions qui ont un rapport avec ce sujet d'experts, des experts de l'UNIL, les métadonnées, et puis on peut cliquer et aller voir directement l'émission. Donc, quelle que soit la recherche, on peut toujours remonter aux émissions. Et nous, on travaille sur ça. C'est-à-dire, en fait, on a vraiment du texte brut avec bonjour à toutes, bonjour à tous. On a des problèmes de speech-to-text du type collapsologie qui devient call-absolugie. Et donc voilà, le traitement du langage, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu délicat. Et puis quand on est dans l'oral, c'est encore plus compliqué. Puis après on a du speech to text, on est dépendant de cette étape-là. Mais globalement, voilà, nous on passe de ça aux environnements que vous avez vus. Donc après pour les queries, qui est vraiment notre façon de travailler, on va partir, par exemple, on peut prendre l'UNIL, une institution, on peut prendre une autre institution comme l'Université de Fribourg. Là, on a juste le paysage des interventions médiatiques et des personnes qui interviennent. On peut voir par faculté aussi. On peut voir en fonction du genre. Donc on peut aussi se dire là, ce qui nous intéresse, ce sont les femmes de l'UNIL, de quoi elles parlent. On voit qu'elles parlent beaucoup des femmes, peut-être parce que les hommes, on ne parle pas assez. Et si on regarde de quoi parlent les hommes, ils parlent de sport, ils parlent de passion. Mais disons ça, en fait, ça a été monté de telle sorte à pouvoir croiser toutes les données. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des termes, des institutions, du genre, des émissions. Donc reprenons l'adolescence, on peut s'intéresser au sommeil, donc on va spécifier sommeil. On peut ajouter sommeil à la requête. Donc là, on peut se dire sur adolescence et sommeil qui intervient. On a le classement à droite. On peut le faire aussi par période temporelle. Donc on peut se dire en 2020 de quoi on parle. On peut croiser avec Wikipédia. Donc on peut dire quand on parle des adolescents dans les médias, de quoi on parle et de quoi Wikipédia parle dont on ne parle pas dans les médias. Donc là, on voit par exemple que tout ce qui est relatif à la sexualité ou au TDAH est surreprésenté sur Wikipédia et sous-représenté dans les médias, par exemple. Et puis la généralisation dont j'ai parlé juste avant. Donc on a fait un test avec le journal Le Temps, donc avec l'intégralité des articles. Donc un corpus tout à fait différent. Donc on voit que ça parle d'économie et puis de politique. On peut là aussi faire des requêtes sur un terme. Donc vous voyez que le traitement de la voiture électrique était très centré sur Tesla et Elon Musk, évidemment. La base P3 du Fonds national dont je vous ai parlé permet de voir sur quoi porte la recherche en général. Donc on voit que c'est vraiment la biologie a une place très très importante dans les projets de recherche. On peut chercher par terme, comme la durabilité. On peut chercher sur les inégalités, par exemple, et on peut voir le traitement différent des hommes et des femmes sur les requêtes qui sont faites auprès du Fonds national sur le sujet. Donc on voit que les hommes font de la macroéconomie, puis les femmes s'intéressent aux inégalités de genre. On peut voir la liste des requêtes, on peut classer les requêtes par genre, on peut aller voir la requête, vérifier que ça correspond bien à ce qu'on cherchait. Donc là, on a tous les détails. Et donc, on peut adapter ça à n'importe quel autre corpus.
Là, on est en train de le faire sur un autre média, et puis on a déjà des projets en cours pour des corpus très différents. Donc, comme le projet précédent, à l'automne prochain, il sera sur GitHub. Donc ça, vraiment, c'est, je pense, enfin, le LIMI encourage à ça. Nous, on était vraiment contents aussi d'être poussés à le faire. On va aussi permettre, par cette version-là, de dépasser le projet initial. Ça permettra à n'importe quelle personne qui dispose de données de produire une version en fonction d'un corpus qui est personnel, mais sur la version actuelle. De pouvoir avoir une interface aussi spécifique, parce que la personne pourra utiliser juste l'API et puis produire une interface différente en fonction d'un besoin spécifique. Et bien entendu, la documentation et les publications qui vont maintenant venir, le projet étant terminé. Il y a aussi pour nous une nouvelle stimulante, puisque l'UNIL a décidé de l'intégrer dans son système d'information, parce que le dispositif que je vous ai présenté est fonctionnel. En fait, c'est un prototype, mais il fonctionne actuellement très bien. Et au Fonds national et la RTS, on ajoutera tout ce qui est descriptif de chercheurs, les cours, les publications, afin de pouvoir en fait très facilement avoir une idée de qui travaille sur quoi, pareil, toujours en temps réel, et en pouvant croiser des informations. J'ai passé mon temps. Je vous remercie, puis je serai disponible juste après au cocktail pour d'éventuelles questions.